plus de 55% des entreprises aujourd'hui n'ont pas mis en place une politique de sécurité. Et par politique de sécurité, on entend processus, sensibilisation, mise en place d'outils, etc. Pas juste acquérir un système d'information avec un super firewall. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au sein des 55% d'entreprises qui n'ont pas encore de procédure de sécurité, il n'y en a que 30% qui ne se sentent pas concernés du tout. Celles qui se sentent concernées peuvent traiter la question cyber dans une approche globale de la sécurité, à l'image du groupe La Poste. Et donc aujourd'hui, notre politique de cyber, elle est constituée de 3 ensembles. Une politique de sécurité des systèmes d'information, ça c'est le socle. Si on n'a pas ça, c'est même pas la peine de commencer. Je vais vous citer un exemple évident pour tout le monde, mais qui parfois fait souffrir beaucoup. Si vous n'avez pas un système de gestion des habilitations et de gestion des identités, vous pouvez toujours rajouter de la technologie, vous ne ferez jamais de la sécurité informatique. Deuxième dispositif, des actions de défense, parce qu'après tout, il faut se défendre dans la vie. Et puis troisième dispositif, un dispositif de lutte contre la cybercriminalité. Ces dispositifs sont mis en place notamment grâce à des outils et services. Et pour qu'ils soient fournis par des prestataires de confiance, le plus simple est d'aller sur le site de l'ANSSI qui les évalue et les répertorie. C'est très facile d'imaginer un catalogue de produits, logiciels, matériels, pour chiffrer disque dur, etc. Alors j'aimerais quand même juste 2 secondes sur les produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit, la confiance, elle a été établie parce que le système de chiffrement, par exemple, qui a été certifié, on l'a stressé, on l'a trituré dans tous les sens, et on est sûr que l'appareil sur lequel on a mis en tout cas notre tampon, il ne fera que ça et rien d'autre. Il n'y aura pas de porte dérobée, il n'y aura pas de virus, de choses comme ça, l'évasion de données qui va à gauche et à droite. C'est quoi un prestataire de confiance? C'est un prestataire envers qui on va déjà regarder la situation administrative de cette entreprise, voir si tout est sain, mais on ne s'arrête pas là, on va ensuite piocher sur les compétences des personnes. Donc on va les faire passer des tests écrits oraux auprès de certaines personnes. Et c'est à cette deuxième et dernière condition qu'une fois ces tests réussis, on donnera ce label, par exemple, à cette personne. Les PME peuvent également s'appuyer sur les guides de l'ANSSI pour accroître leur sécurité informatique. Pour recentrer le discours aujourd'hui sur les PME, PMI, voilà, ce qu'il faut absolument que ces gens aient connaissance, c'est le petit guide de bonne pratique de l'informatique. Donc je vous présente, juste ici, qui comporte 12 règles. Donc on n'a pas fait compliqué. Par contre, on a fait une approche par les risques. On a pris le top 12 des incidents de sécurité qu'on détectait auprès de ces fameuses petites entreprises. Et puis on a traduit chaque vulnérabilité par des recommandations. Alors, par exemple, si je prends la règle numéro 4, faire des sauvegardes. Oui, le nombre d'entreprises, encore hier soir, la SCI, qui me disait « Ah oui, c'est vrai, j'en ai jamais fait depuis la création d'entreprise, il faudrait peut-être que… » Voilà, on en est vraiment à ce niveau-là. Disposer d'outils techniques ne suffit pas. Le risque cyber étant avant tout humain, il importe de transmettre à ses salariés la conscience des enjeux et des bonnes pratiques. Par exemple, à travers une charte informatique. Il est absolument nécessaire d'avoir une charte précise, à jour, intégrant l'ensemble des nouvelles problématiques, BYOD, réseaux sociaux internes, objets connectés, pour être en mesure de prévoir les contrôles qui pourraient être mis en œuvre pour assurer la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise, car la jurisprudence considère que c'est licite d'effectuer de tels contrôles quand c'est pour le but d'assurer la sécurité de l'entreprise. Il faut associer les utilisateurs et les personnels de l'entreprise à la démarche. Il faut qu'ils soient partie prenante dans cette affaire, de manière à ce qu'eux aussi appliquent les choses, parce que souvent les problèmes viennent d'un employé. Une autre façon de sensibiliser les entreprises, ce sont les serious games, c'est-à-dire l'association d'une intention sérieuse à un processus ludique. On peut avoir un serious game qui consiste uniquement à sensibiliser le plus grand nombre. Il peut y avoir des serious games qui, au contraire, ont une première vocation de formation, puisqu'on peut insérer des épreuves avec des scores, etc. Donc une fois qu'une personne joue et a un score, et donc qu'on lui a dit « vous avez fait telle erreur dans telle scène ou dans telle phase du jeu et vous avez tant de points », vous voyez qu'on a un début d'évaluation. Donc on peut aller jusqu'à de la formation en évaluant justement les personnels, parce que si une personne échoue et a un score très bas,
ça permet de pointer des vulnérabilités et donc de savoir dans quel domaine il faut plus former l'entreprise. La sécurité, depuis très longtemps, en France en tout cas, a été perçue et est perçue parce que le discours était très anxiogène. Le serious game, justement, peut être une alternative en disant on va vous montrer, par l'exemple, par le jeu, quelles peuvent être les conséquences de vos actes. Et en général, quand on parle de sécurité informatique, alors qu'on soit un OIV, une administration ou une PME, on doit prendre en compte cette sécurité informatique avec les différents niveaux des éléments qu'on doit protéger, mais justement ce jeu va nous permettre de peut-être gagner du temps et de dire effectivement si je prends telle décision, il y aura telle conséquence. Et donc c'est de la simulation ludique. Si vous êtes une entreprise de 100 000 personnes, vous ne pouvez pas former 100 000 personnes. Ça fait 100 000 heures de formation, vous comprenez que c'est très compliqué. Alors qu'équiper 10 000 ordinateurs ou 100 000 ordinateurs d'un serious game, c'est beaucoup plus efficace. Une TPE de 10 personnes, même de 50 personnes, il suffit qu'elle équipe un ordinateur et ça suffit pour sensibiliser tout le personnel, ce qu'on ne pourrait pas faire avec une entreprise de 1000, 10 000 ou 100 000 personnes. Je suis très content que cet enjeu des serious games ait été présenté aujourd'hui dans le cadre des journées parlementaires de la cybersécurité. Ça montre bien à la fois ce lien entre l'innovation numérique et les questions de sécurité. Les questions de sécurité ne sont pas un frein à l'innovation numérique. Au contraire, on peut innover numériquement pour renforcer la sécurité. Ça ne va pas que dans un seul sens. Malgré la sensibilisation du personnel et les outils techniques mis en place, une entreprise peut se faire attaquer. Elle peut, par exemple, être victime du piratage d'un standard téléphonique. On va avoir des petits malins, donc des hackers, qui vont parvenir à faire passer des appels sur des destinations généralement exotiques, tropicales, sur des pays vers lesquels, malheureusement, au niveau de la coopération policière, on n'a pas beaucoup de relais. Ce qui fait qu'en fait, on voit des appels qui partent des standards téléphoniques et qui envoient massivement des appels. Au final, pour la victime, ce sont des factures à plus de 1 000, 10 000, 100 000 euros. On peut, à mon avis, limiter ce type de fraude simplement sur des paramétrages. Comme vous le voyez, nous avons au niveau du standard téléphonique plusieurs intervenants qui vont être l'installateur, l'infogérant, mais également le fabricant. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'utilité sur certaines sociétés qui travaillent du lundi au vendredi, il n'y a pas d'utilité à avoir des appels, à avoir un standard qui fonctionne week-end, jour férié, la nuit. On s'aperçoit également sur des sociétés qui sont franco-françaises ou en tout cas qui vont travailler uniquement sur la zone européenne que des appels partent vers l'Afrique, vers l'Asie. Donc tout ça, ce sont des paramétrages au niveau de l'infogérant, au niveau de l'installateur, mais qui ne vont rien coûter. En cas d'attaque, les entreprises ont plusieurs options. D'abord, il faut savoir si l'entreprise souhaite ou ne souhaite pas déposer plainte. Ça peut être un choix de sa part, de faire en sorte soit d'aviser la justice et de rentrer dans un processus judiciaire, ou de ne pas le faire. Si elle le fait, elle aura la possibilité d'avoir des résultats éventuels en termes de poursuites judiciaires. Par contre, d'autres voies sont possibles, au prud'homal ou au civil, en fonction des dommages qu'elle a pu subir. Il y a quand même beaucoup de monde qui vous a parlé de la plainte, en vous faisant peur, en vous effrayant, en vous disant que ça va nuire à l'e-réputation. Je vous rappelle que les services de police comme les services de gendarmerie sont tenus à une obligation de secret et de discrétion professionnelle, et ce n'est pas nous qui allons cancaner à droite et à gauche. Le moment où un dossier peut être évoqué, c'est s'il arrive à l'audience, c'est-à-dire si on a identifié quelqu'un. Et encore faut-il qu'on ait un magistrat qui décide de le faire passer à l'audience. Il y a des sanctions qui se font, je ne veux pas dire en catimini, mais qui se font au-delà d'audience, enfin en dehors d'audience publique. Alors si l'entreprise décide de porter plainte, eh bien, nous allons envoyer des enquêteurs spécialisés qui ont reçu une formation, car il faut absolument que nous puissions préserver la preuve numérique. Alors, auparavant, bien évidemment, ça suppose que l'entreprise ait pris un certain nombre de précautions, notamment pour préserver les traces qui permettront peut-être ultérieurement de remonter aux auteurs.
En tout cas, quel que soit le choix de l'entreprise, ce qui me semble extrêmement important, c'est de faire remonter les faits. On a besoin, au niveau des forces de l'ordre, d'avoir les modes opératoires. Si on n'a pas cette information, on ne pourra pas mettre en place des fiches d'alerte pour nos opérationnels et leur dire « attention, voilà, il y a tel type de phénomène qui est en train de se passer, etc. » Un petit mot pour dire, parce que parfois on ne comprend pas très bien, il y a toute une organisation en fonction de la taille de l'entreprise qui intervient en termes sur le volet prévention et sur le volet répression. Par exemple, si on part des OIV, les OIV, c'est l'ENSI qui va traiter les problèmes de prévention, et le traitement se fera par une division judiciaire de la DGSI. Sur les grandes entreprises, essentiellement la DGSI, qui intervient à la fois en prévention et en traitement. Et pour le secteur de la défense, la prévention s'effectue par la DPSD. Puis après, généralement, soit la DGSI, soit l'échelon central de la gendarmerie nationale, puisque ce sont des entreprises de défense. Pour les autres entreprises, que ce soit ETI, PME, PMI, ou pour les particuliers, en fait, c'est la gendarmerie ou la police nationale, ou la PP pour la partie police et la Paris Petite Couronne, en fonction de sa zone de compétence qui sera responsable de ces aspects-là. Sur ssi.gouv.fr, vous avez un lien qui recense tous les modes, toutes les façons d'appeler. Alors, si c'est chez vous, en tant que particulier ou petite entreprise, vous allez avoir en fonction de votre statut. Je suis, par exemple, dans Paris, Petite Couronne, ça sera la BEFTI. Voilà. Donc vous avez un lien où tout est écrit, numéro de téléphone, etc., etc.